Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR Parlons d'eux. Aujourd'hui, la vidéo va s'intéresser à deux sorties ciné récentes. La première, Top Gun Maverick, et la seconde, Thor 4 Love and Thunder. Donc c'est des films que j'ai vus pour le premier lundi, pour le second mardi. Et je voulais vous faire mon petit retour dans une petite vidéo détente et chuchotement très classique, afin que vous puissiez vous aussi débattre avec moi ou découvrir par vous-même les films en question. Alors la vidéo sera divisée en deux parties, la première consacrée à Top Gun, la seconde à Thor 4. Pour ces deux parties, il y aura également une division en deux sous-parties, sans spoiler et avec spoiler, afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, découvrir par vous-même les films sans risquer d'être spoilé de l'histoire. Pour les deux parties, dans tous les cas, je donnerai mon avis personnel et c'est un avis totalement subjectif. Vous êtes donc libre de débattre ou de donner votre propre avis sur le sujet. Voilà, on part dès maintenant pour le film Top Gun. Alors, je vais quand même faire un bref récapitulatif de l'histoire du début, au moins pour mettre en tête un petit peu les idées pour ceux qui et celles qui n'auraient pas vu le film Top Gun. Donc on retrouve le personnage de Maverick qui est interprété par Tom Cruise dans le film. Donc le film fait directement lien et suite au film sorti en 1986 du même nom. Et donc ce personnage fait partie de la Navy américaine, donc de l'armée de l'air américaine, et pilote des avions de chasse. Alors pour l'aspect technique du film, j'ai trouvé que c'était une vraie claque visuelle, un vrai spectacle. C'est d'ailleurs comme ça qu'on me l'avait vendu, mes proches me l'avaient vendu, parce que on a un sentiment d'immersion totale dans l'avion avec les personnages. Donc il y a également un personnage qui est joué par Miles Teller, donc que j'avais beaucoup apprécié dans Whiplash, un film que je vous conseille totalement de voir parce que c'est une dinguerie. Et donc j'étais déjà content de voir ce personnage, et en plus il a un rôle important et très bien interprété. Donc franchement c'était très très cool. Tous les comédiens sont très bons. Bien que je n'ai pas vu le film en VO, j'ai trouvé ça vraiment classe quoi comme film. Il n'y a pas vraiment de défaut là-dessus. Plusieurs histoires sont liées on va dire, à la trame principale, sans que ça vienne déranger le spectateur, parce qu'elles sont toutes bien amenées si vous voulez, et bien menées. C'est pas des gros enjeux, donc ça vient pas influencer l'histoire principale. Et donc pour revenir sur cette claque visuelle, c'est ce qu'on attend, je pense, de ce genre de blockbuster, de nous en mettre plein les yeux. Et pour le coup, le contrat est totalement justifié, totalement rempli. J'ai vraiment passé un bon moment, j'ai eu des frissons par moments durant les scènes de vol. C'est un film qui a pu quasiment, je dirais, me mettre les larmes à la fin. Donc franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille véritablement de le voir. Je ne sais que dire, les musiques de Hans Zimmer, pardon, Miles Teller, Hans Zimmer, donc les musiques composées notamment par Hans Zimmer sont toujours incroyables, hein. C'est un compositeur qu'on apprécie énormément, qui fait jamais défaut à ses films, et donc forcément ça joue aussi sur l'impact émotionnel qui est transmis par ces films. Et après, au niveau de la direction artistique, je dirais que c'est assez classique. Il y a pas mal de grosses alarmes qui clignotent en mode c'est un film américain, un gros blockbuster. Ça fait pas défaut à la Navy si vous voulez. C'est vraiment le truc. Il y a un gars, enfin presque, il y a une équipe qui va faire un truc de surhomme. Et donc ça fait pas forcément, on n'est pas forcément surpris sur l'histoire, mais c'est plus la manière dont c'est amené, dont
la manière dont les choses sont faites qui est importante là-dessus. Parce que en soi, comme c'est un film américain, les héros réussissent toujours et c'est assez classique. Mais c'est très bien amené, donc j'ai trouvé ça très cool. Alors pour les spoilers, donc on retrouve le personnage, comme je l'ai dit, de Maverick, qui fait suite aux événements du premier film de 86. Donc Tom Cruise, qui était le héros principal dans le premier, et maintenant, on va dire à tâtons dans le second, bien que ce soit quand même le perso principal, puisque il est rétrogradé, je dirais, au rang d'instructeur. Donc il va enseigner toutes ces leçons à une équipe de jeunes prodiges afin de réaliser une mission. Donc un raid aérien à basse altitude sur une base, je sais plus où ça se passe exactement, dans le Moyen-Orient, afin de larguer justement un missile guidé pour détruire cette base d'uranium secrète qui risque de porter défaut aux États-Unis. Et donc, au cours de ce synopsis-là, il va y avoir plusieurs enchaînements de situations. Tom Cruise va d'abord refuser de participer à ça, puisqu'il n'est plus le commanditaire direct des opérations. Il va ensuite se prendre d'attachement également pour cette équipe, etc. À un point tel qu'il ne veut plus forcément les envoyer là-bas, il veut faire les choses lui-même, etc. Donc assez classique aussi. Il y a également une histoire d'amour avec, je sais plus son nom, je sais plus si c'est Jenny, j'ai pas retenu son nom, une personne dont il est tombé amoureux, qui gère un bar, etc., qui va avoir une importance également dans le film, que j'ai pas trouvé déplacée. Honnêtement, l'histoire est relativement suffisamment courte courte mais détaillée pour ne pas que ça prenne toute la place dans la psychologie, etc., du perso. Bien entendu, ça va quand même avoir une influence. Je suis désolé si la vidéo est un petit peu décousue, si mes arguments sont un petit peu décousus. J'essaie quand même de structurer entre spoiler, non spoiler, mais déjà il fait très chaud ici. J'ai été dehors toute la journée, je suis un petit peu fatigué, mais j'avais quand même envie de vous parler de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, bien évidemment, à parler de ce film autour de vous, parce que franchement, pour moi, c'était un vrai bon moment passé devant l'écran. Ça faisait quelques temps que je n'étais pas allé au cinéma et ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. C'est pourquoi j'ai dû retourner le lendemain pour voir Thor, et on va le voir après. Pour mon avis, j'ai été un petit peu déçu. Donc voilà, je vous invite vraiment à parler de ce film autour de vous. Je sais qu'il est plus encore très longtemps dans les salles, donc dépêchez-vous de le voir si vous ne l'avez pas vu. J'espère que vous pourrez le voir au cinéma, parce que c'est vraiment une œuvre un film, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'œuvre, bien que le premier soit culte désormais, mais c'est vraiment un film qu'il faut voir au cinéma, c'est pas un film qu'il faut voir sur son ordi chez soi. C'est important, je pense, de voir certains films au cinéma, et celui-ci en fait véritablement partie. Donc voilà, ce n'est que mon avis. On va sans plus tarder passer au second film de cette vidéo. Passons sans plus tarder au second film de cette vidéo. Il s'agit de Thor 4, Love and Thunder. Donc pour ce film que j'ai vu hier soir, je suis assez mitigé sur ce film, voire un peu déçu pour être honnête, parce que donc on va commencer avec la partie sans spoil, bien entendu. Un peu déçu, pourquoi? Alors tout d'abord les éléments qui sont bénéfiques au film, qui lui donnent un avantage. Je dirais pour le premier, sa direction artistique. Franchement, la direction artistique est nickel. J'ai trouvé ça trop cool de voir des personnages Marvel haut en couleur. Si vous voulez, il y a certains costumes qui reprennent vraiment les coloris des comics.
tous ces agissements si vous voulez. Donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une dissonance là-dessus. Après pour la musique, on retrouve pas mal de titres, on va dire, qui sont rentrés dans la culture commune des musiques rock, pop, etc. Donc un peu comme dans les Gardiens de la Galaxie. Donc pas une bonne surprise, mais c'est assez cohérent avec la suite de Thor 3 qui elle aussi reprenait pas mal de titres connus, disons. Et ça fait totalement suite également à la réalisation de Thor 3 qui était également réalisé par Taika Waititi, le réalisateur de Thor 4. Donc là-dessus, pas de surprise, mais j'ai trouvé Thor 3 bien mieux amené que celui-ci. Donc je sais pas si c'était... je pense que c'était un souhait parce que dans ce genre de production, tout est pensé à l'avance et je trouve dommage que les productions du MCU, donc les productions de l'univers cinématographique Marvel, prennent cette trajectoire-là. Je trouve que l'humour pour l'humour, c'est pas forcément nécessaire. Il y a quelques vannes qui m'ont fait sourire, voire qui m'ont fait rire parfois. Mais j'ai plus ri dans les moments où c'était pas forcément voulu de la part des directeurs artistiques, du réalisateur et tout, parce que je trouvais ça trop en fait. Il y avait vraiment des scènes, je me suis dit mais là, on sait très bien ce qui va se passer. Voilà, c'était un petit peu dommage. Donc là, le jeu des acteurs, je l'ai trouvé pas si fou également. Franchement, après je l'ai vu en VF et je pense que c'est vraiment un gros point que je peux souligner, c'est que voilà, genre ma réception du film peut aussi jouer là-dessus parce que si bien que j'apprécie énormément les doubleurs de ces acteurs, ça n'a pas fonctionné sur moi, très honnêtement. J'avais parfois l'impression que c'était un peu pas en décalage par rapport aux voix, etc., mais par rapport au sens, au sentiment qu'ils voulaient dégager de la part des acteurs originaux. Et donc je pense que ça a aussi beaucoup joué sur mon avis global du film, bien que je trouve l'histoire pas incroyable. Mais on y reviendra dans la partie spoiler. Donc oui, assez déçu de ça. Je vous invite vraiment à le voir en VO si c'est possible pour vous, parce que et si vous avez un attrait particulier à ça, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est très démocratisé aujourd'hui. Mais oui, je vous invite vraiment à voir ce film en VO parce que pour moi ça a posé un biais direct et je me suis dit franchement il y a certains acteurs pour lesquels c'était très bien fait, mais d'autres j'ai pas senti cette flamme en fait dans le jeu qui était réalisé. Donc voilà. Je suis désolé de m'essuyer le front pendant le tournage de cette vidéo, mais il fait extrêmement chaud dans cette pièce et je tenais quand même à vous faire cette petite vidéo. Alors revenons un petit peu là-dessus, sur cette partie sans spoiler. Donc le jeu des acteurs était pas incroyable, j'ai quand même eu du mal à reconnaître le personnage interprété par Christian Bale, qui a également fait le personnage de Batman dans la série, dans la saga The Dark Knight. Et donc lui je le trouvais assez bon, bien que je trouvais qu'il n'était pas pris au sérieux. Mais c'était quand même une bonne surprise de le voir dans ce film, malgré tout, parce que je trouvais qu'il jouait très bien et il était assez flippant parfois. Point également qu'on peut évoquer dans le cadre de cette partie sans spoiler, c'est que selon moi j'ai trouvé que certaines scènes, certaines séquences étaient traitées de manière bien trop courte. C'est-à-dire que il y a certaines scènes qui auraient mérité peut-être 5 minutes de plus pour nous mettre vraiment le contexte, etc. et nous expliquer pourquoi certaines choses arrivent. Tandis que j'ai eu l'impression d'être parfois pas pris pour un con, mais de dire t'inquiète, tu verras après, c'est normal. Alors qu'il y a certains éléments qui sont vraiment majeurs à la fois dans la vie des personnages et également de l'intrigue du film, pour lesquels il y a
production en elle-même, qu'il n'y ait pas certains éléments qui nous soient expliqués, explicités au moins, pour comprendre et se projeter un petit peu plus dans l'histoire. Véritablement, j'ai pas pu rentrer dans l'histoire avant les 45 premières minutes du film. Et ça, je trouve que pour un passionné comme moi de Marvel et du MCU, bah, je trouve ça ultra dommage, quoi. J'attendais rien de ce film en plus. C'est pas un film comme Far From Home ou autre, pour lesquels tout le monde avait beaucoup d'attentes. Là, vraiment, j'avais vu peut-être un ou deux trailers. J'étais en mode, bon bah, vu que c'est un Marvel, je vais aller le voir au ciné, normal. Mais j'ai pas été réceptif en fait à la proposition qu'a fait ce film, et ce sur quasi la totalité du film. Sur les 45 premières minutes, ça a été vraiment flagrant parce que j'étais en mode quand est-ce que l'histoire avance. Mais pour la suite, franchement, j'ai un peu peur des prochaines productions Marvel si ça reste dans cette trajectoire. Voilà, on va rester là-dessus pour cette partie sans spoiler et on passe sans plus tarder à la partie avec spoiler. Maintenant passons à cette seconde partie avec spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous ne souhaitez pas connaître l'histoire de ce film avant de le voir, je vous invite bien évidemment à quitter la vidéo et à revenir plus tard si le cœur vous en dit afin de connaître mon avis sur le film. Si ça ne vous pose aucun problème de connaître l'histoire de ce film ou que vous n'avez pas envie de le voir, vous pouvez bien entendu rester et vous endormir gentiment avec ma voix. Alors, pour ce qui m'a plu, on l'a vu assez vite pour ce film. Pour ce qui m'a déplu en revanche, et il y a beaucoup plus de choses malheureusement qui m'ont déplu dans ce film, ça va être un petit peu plus long, je vais pas vous mentir. Alors, commençons on va dire par le commencement et revenons sur ces phases d'action ou de scènes qui sont en dissonance totale avec l'ampleur du film. C'est que quand le film a commencé, donc avec le méchant principal du film, j'étais vraiment surpris et agréablement surpris parce que ça donnait une tonalité vraiment dramatique au film, avec la mort bien entendu de la fille du perso principal dont j'ai déjà oublié le nom, malheureusement d'ailleurs. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très très cool. La direction artistique vraiment là-dessus m'a beaucoup plu. Seul dans le désert, etc. Ça fait presque penser à Dune. Ça m'a plu. Vient tout de suite la scène suivante avec le premier dieu que l'on voit dans le film. Pareil, j'ai oublié son nom. Qu'on voit 2 secondes. Qui dans les comics apparemment, en ayant parlé un petit peu avec mes amis qui connaissent l'histoire des comics et qui connaissaient notamment l'histoire de ce personnage, a très mal été retranscrite dans le film, parce que lorsque cette scène du coup de meurtre directement arrive, on peut quand même avoir un minimum d'empathie et de compréhension, au moins de sympathie plus que d'empathie pour le dieu en question. Autant là, je me suis dit bah oui, tu mérites que de mourir, t'es un connard juste qui rigole du malheur des gens alors que t'as le pouvoir de les aider. Tandis que dans les comics c'est pas véritablement ça. Et ça m'a surpris d'ailleurs que ce soit fait comme ça, parce que j'ai vraiment pas eu d'empathie et je me suis dit oui, enfin c'est on va dire le premier truc qui fait l'inversion mentale du personnage, qui se dit voilà, genre je comptais sur cette divinité pour me sauver et je vois qu'elle vit très bien sans moi et qu'elle se moque totalement de mon impuissance, de ma vulnérabilité. Forcément je vais le tuer. Bon, c'est un raisonnement assez bref on va dire, mais voilà, on comprenait la motivation du méchant à devenir méchant et à utiliser une arme qui lui permet de tuer un dieu. Tandis que pour le dieu en question, j'ai vraiment eu aucune empathie. Je me suis dit bon bah voilà, genre je te connais pas, tu me connais pas, et tu te comportes comme une merde face à quelqu'un qui te voue un amour profond. Donc ça me choque pas que tu sois mort. Par la suite, en revanche, donc on retrouve le personnage bien entendu de Jane Foster, donc l'amour de Thor, qui porte le marteau, qui est Mjolnir, qui s'est
c'est quand même Jane, c'est quand même ce qui fait un petit peu le personnage de Thor aussi, toute sa remise en question, sa quête identitaire, sa quête personnelle, sa quête de sens, etc. Il la voit réapparaître, elle est en mode ah, t'inquiète, on fera ça plus tard. Et bien qu'il revienne un peu plus tard là-dessus dans le film, j'ai trouvé ça ultra mal amené en fait à cette scène, à ce moment-là. Après c'est encore une fois un avis totalement perso, un avis totalement subjectif, mais j'ai trouvé ça vraiment mal fait quoi. Genre je me dis même des lycéens en film de fin d'études ils amènent ça mieux que ça quoi. Bref, pour ce qui est, en fait il y a plein de scènes qui sont comme ça. Pour être honnête, je trouve qu'il y a plein de scènes qui, notamment avec le méchant, le méchant principal, qui viennent totalement fracturer toute l'ambiance qui est censée être posée dans le film, dans le sens où on voit que c'est quand même un méchant qui a la capacité de tuer les dieux, donc un par un, ou qui envisage de les tuer tous en même temps d'un seul coup, et qui a besoin pour ça de l'arme de Thor, d'ailleurs, on reviendra là-dessus après, donc qui est quand même un pouvoir ultra important même dans la hiérarchie des pouvoirs, si vous voulez, du MCU. Je veux dire, Thanos il avait les pierres d'infinité, lui, s'il accède juste à Stormbreaker, il peut tuer tous les dieux. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable, et pourtant je trouve qu'il a été décrédibilisé à plein de moments dans le film. Je trouve que il n'y a pas ce côté dramatique, bien qu'il... D'ailleurs, pour ça il va kidnapper des enfants. J'ai trouvé ça... Ça fait un petit peu conte pour enfants, mais j'ai trouvé ça très mal fait quoi. Et c'est pour ça que je me suis réveillé, enfin je n'étais pas endormi, mais je me suis réveillé qu'à partir des 45 premières minutes, 1 heure du film, parce que il y avait un intérêt et une direction artistique plus poussée et plus centrée justement sur l'histoire principale du film, étant donné que c'est au moment où les Jane, Thor, etc. arrivent sur la planète du méchant, donc dans une réalité parallèle, on ne sait pas trop exactement où on se trouve, que la direction artistique change. Et là je me suis dit ouais, là ça va devenir intéressant, parce que tout devient gris, dans des teintes de noir et blanc, donc beaucoup de gris, etc. Et il n'y a que le marteau de Jane qui lui ressort à la lumière. Je me suis dit ça c'est intéressant, parce que là il y a vraiment, ça vient pas rompre l'idée principale qui est dégagée par le film du méchant justement, qui a un pouvoir surnaturel et qui peut potentiellement les menacer de mort. Parce que même quand au début du film, justement après la rencontre entre Jane et Thor, le méchant lui met la lame sous la gorge, et au final il lui dit juste ok ça pique, et il envoie Tej. Je suis en mode mais putain, genre c'est une arme qui est censée pouvoir te tuer, enculé. Alors, et un minimum de respect pour ce gars qui a la lame sous la gorge et qui peut potentiellement te mettre fin à des jours. Et j'ai trouvé ça, à ce moment là je me suis dit ok, genre vraiment là c'est lunaire quoi. Il n'y a aucune menace, c'est comme si on riait devant Thanos avec le gant et les 6 pierres d'infinité sur lui. J'ai trouvé ça assez mal fait. Autant là, du coup à partir de ce moment là, j'ai trouvé que l'intérêt était revenu dans ce film, et qu'il y avait une réelle menace. On les voit disparaître petit à petit, on sait pas trop où ils sont, ce qui leur arrive, etc. Au final ils sont mal en point, et donc ça j'ai trouvé ça vraiment très cool. Donc tout cet aspect là était vraiment cool. Je vais pas revenir aussi sur les dieux, etc. Dans l'espèce de théâtre que j'ai trouvé assez ridicule au final. Bien que ce soit ait été assez drôle, j'ai trouvé qu'il était vraiment relou quoi. Enfin, et je trouve que même sa mentalité était vraiment mal amenée pour le coup. Très individualiste, ok, mais de là à exister que par ça, j'ai trouvé ça vraiment pas ouf, pas oufissime. Enfin bref.
avec les enfants qui étaient enfermés, qui se rebellent. Ça, j'ai trouvé ça très cool parce qu'ils ont le pouvoir de Thor. Et il y a un aspect très solennel aussi là-dedans, du respect des pouvoirs, etc. Là, on se rend compte que voilà, Thor a quand même une plus-value par rapport à Jane et autres. Il y a aussi plus d'expérience tout simplement. Et j'ai trouvé ça cool que justement ce pouvoir qu'il a et qui le rend si unique puisse être partagé et amené par tous en fait, surtout avec des enfants. Bon, après je sais pas comment ils ont fait pour se battre aussi bien alors qu'ils ont pas reçu d'entraînement, mais c'est une autre histoire. Et dernier point que j'ai trouvé négatif, deux derniers points que j'ai trouvé très négatifs, c'est que Stormbreaker, au-delà d'être une arme, donc qui puisse invoquer le Bifrost, ça me dérange pas du tout, c'est normal. Mjolnir pouvait le faire, c'est normal que Stormbreaker puisse le faire aussi. Mais là que ce soit également une clé, je me dis putain mais c'était un peu dommage, je sais pas si c'est comme ça dans les comics, donc là je me dédouane de toute responsabilité sur ce que je vais dire. Mais je trouve ça simplement dommage au final que ce soit la seule motivation du méchant, c'est de récupérer Stormbreaker. Pas vraiment pour son pouvoir en lui-même, mais plus parce que c'est la seule chose. Ça aurait pu être Mjolnir parce que c'est le pouvoir du Bifrost qui est invoqué finalement. Mais non, c'était Stormbreaker et j'ai pas compris pourquoi. Ça n'est pas forcément expliqué du coup, pour le coup. Sauf que c'est une espèce de prophétie qui fait que bah, c'est Stormbreaker qui doit être utilisé. Donc bon, à la limite, mais j'ai trouvé ça un peu rincé encore une fois. Parce qu'on voit clairement que c'est les pouvoirs du Bifrost qui sont utilisés pour ouvrir le monde. Le monde, c'était comment? L'éternité. Vers l'éternité. Et pour le dernier point négatif du film, selon moi, donc je donne beaucoup plus de points négatifs. Hein. J'ai passé un bon moment, mais vraiment, c'était. J'ai trouvé le temps long au début. Hein. Pourtant, le film est moins long que les autres productions Marvel récentes. Et donc le dernier point que je trouve assez nul, c'est le fait que maintenant Thor soit père au foyer, à la limite, qu'il soit cantonné justement à l'éducation d'une petite enfant qui connaît pas vraiment finalement. Et ça me fait un peu peur pour la suite parce que je suis nostalgique des anciennes productions Marvel, type Iron Man 1, etc. où il y avait moins d'enjeux dans les films. C'était un aspect plus humain aussi. Mais il n'y avait pas de perte, on va dire, de qualité. Tandis que maintenant, ça peut aussi jouer avec le délire cosmique, etc. J'ai l'impression qu'on se perd un peu plus dans ce qui est possible de faire et ce qu'on choisit de faire également vis-à-vis de tout ça. Je suis très content qu'il y ait ce côté entité cosmique, etc. qui apparaissent à la fois dans les films et dans les séries. Mais je trouve ça bien mieux fait et mieux réalisé dans les séries que dans les films aujourd'hui. Hormis dans Doctor Strange. Doctor Strange 2, j'ai beaucoup apprécié le film. Mais justement, c'est parce qu'il malgré certaines teintes d'humour qui permettent au grand public d'exister, bien que maintenant je pense qu'ils n'ont vraiment plus besoin de ça pour faire des ventes chez Marvel. On voit que la menace qui rôde est prise au sérieux par tous les partis, quoi. Et que ce soit la musique, que ce soit le jeu des acteurs, leur pouvoir, leur upgrade de pouvoir, etc. Donc ouais, hormis Doctor Strange, j'ai pas trouvé ça incroyable. Et je trouve ça beaucoup mieux fait dans les séries. J'ai pas encore regardé Miss Marvel, mais dans Moon Knight par exemple, il y a cet aspect de Dieu qui est fait. Et j'ai trouvé ça très bien fait, quoi. On est quand même encore sur l'aspect très humain, donc le pouvoir qui est possible d'acquérir via l'humanité. Mais dans Thor 4, là, ça m'a vraiment pas parlé du tout. Donc voilà, c'est tout, on va dire, pour ce débrief global de Thor 4, qui a été un peu plus long que l'autre. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura détendu. Désolé encore une fois d'être parti un petit peu dans tous les sens. J'aurais peut-être dû mettre quelques notes histoire de ne pas oublier certaines choses. Je pense avoir fait à peu près le tour
de ce qui m'a déplu parce que ça m'a plus marqué. Top Gun, allez le voir, vraiment, et regardez-le sur un grand écran ou un écran de cinéma, sinon ça vaut pas vraiment le coup. Thor 4, allez le voir si vous le souhaitez, franchement, parce que là je vous l'ai peut-être pas très bien vendu également, mais c'est si vous êtes attaché à ce sentiment de vulnérabilité dans les films Marvel, j'ai vraiment pas ressenti beaucoup quoi. Et c'est un peu dommage parce que on nous a vendu des méchants très violents, etc., très menaçants finalement, avec même Thanos qui pourtant n'est pas le plus, dans les comics, n'est pas le plus violent ou le plus menaçant qui soit. Autant là franchement j'ai trouvé ça vraiment pris à la légère, donc voilà. Ce n'était que mon avis, vous êtes libre bien entendu de débattre en commentaire. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent sur YouTube, ça me fait très chaud au cœur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si elle vous a